On va passer par la petite synthèse de la matinée parce qu'on a dit beaucoup de choses. Et c'est une mission qui va revenir à Guillaume Baudin, associé chez Convertéo, qui vous a préparé une petite synthèse sur tout ce qui s'est dit et une vision Convertéo / Guillaume Baudin du futur de la mesure qui est hyper intéressante. Guillaume, je te laisse la parole. Bonjour à tous. C'est déjà une bonne introduction. Est-ce que c'est une synthèse Convertéo? Est-ce que c'est une synthèse Guillaume Baudin? Je vous laisserai juger à la fin, suivant mon humeur et suivant ce que je vais vous raconter. Peut-être rapidement, donc moi je suis Guillaume Baudin, je suis associé chez Convertéo. Convertéo, si vous ne connaissez pas, on est un cabinet de conseil spécialisé sur les sujets IA et agentique. Et on accompagne depuis longtemps beaucoup d'annonceurs sur les sujets du data marketing au sens assez large du terme, avec notamment des activités des experts dédiés au sujet du média et de l'acquisition. J'ai cette lourde tâche de finir et de conclure et de se poser un peu la question de quel est un peu le futur de la mesure. Je ne sais pas si on va réussir à atterrir totalement là-dessus, mais il y a un postulat, il y a un constat de base qui est globalement l'objet de tout ce que j'ai entendu ce matin. Il y a énormément d'indicateurs. On parle de CPC, on parle de CPM, on parle de CPV, on parle de nouveaux médias, il y a énormément de choses. Et en réalité, le constat qu'on fait dans beaucoup de nos missions, c'est que plus il y a de data, moins il y a de certitude. On est perdu. Qu'est-ce qu'on regarde? Est-ce qu'on regarde un indicateur d'une régie? Est-ce qu'on regarde un dashboard global? Est-ce qu'on regarde de l'attribution? Est-ce qu'on regarde du MMM? On est perdu. Et on vient rajouter à ça, évidemment, les sujets créatifs qui sont clés. On le sait, il y a énormément d'études qui démontrent que l'efficacité créative, c'est entre 40 et 60% de la performance d'une campagne. Si on reprend la base des sujets, évidemment, pyramide qui est assez habituelle, on a tendance à l'avoir un peu différemment, où généralement, à chaque extrémité, on a une solution de mesure, que ce soit du MMM, que ce soit de l'incrémentalité de l'attribution. Nous, on a tendance plutôt à la présenter comme ça, généralement. Et chacune de ces solutions, finalement, de pilotage, elle est assez complexe en réalité. On a vu ce matin, il y a eu pas mal d'échanges sur ces sujets-là pour essayer de les comprendre. Et ils ont tous des capacités qui sont plutôt intéressantes et en même temps, il y a des biais partout. Si on prend l'attribution, on sait qu'il y a des enjeux de collecte de données qui viennent biaiser souvent le calcul et puis un parcours qui est souvent partiel. Et en même temps, ça a le bon goût d'être plutôt temps réel. Donc, c'est assez clé pour pouvoir optimiser au quotidien. Si on prend l'incrémentalité, c'est assez intéressant parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, mais ça peut être parfois un peu black box, notamment quand c'est réalisé directement dans une plateforme. Comment est réalisé finalement le split entre exposé et non exposé? Je vous laisse poser les questions à nos amis les GAFA, entre autres. C'est pas si simple que ça. Et puis le MMM, c'est souvent un sujet qui est incompris. On a toujours le débat finalement, est-ce que c'est opérationnel, pas opérationnel? Comment est-ce qu'on fait pour avoir une adhésion? Comment on fait pour le transmettre à ses partenaires, agences, régies? Et en même temps, c'est une mesure qui est un peu moins biaisée, qui a en tout cas des enjeux qui ne sont pas tout à fait les mêmes et qui peuvent avoir une vision un peu plus large, diagnostique, pour rapprocher, sachant que c'est peut-être ça la finalité, il faut bien l'avoir en tête, rapprocher des enjeux business, des ventes, des leads, du chiffre d'affaires d'entreprise par rapport à un enjeu publicitaire de livrer une publicité qui a pour un objectif juste d'influencer, évidemment. C'est bien ça l'objectif de la publicité. Et donc finalement, quand on regarde cette pyramide, en fait, elle est secouée aujourd'hui. Elle est secouée parce qu'il y a de nombreux nouveaux usages. Nouveaux usages qui ont déjà été évoqués ce matin, entre autres. On peut tous les passer rapidement, mais un écran de télé qui n'est plus un écran de télé. On ne consomme pas de la télé linéaire aujourd'hui sur un écran de télé, en tout cas toujours un peu, mais c'est pas uniquement ce que l'on fait avec. On a des sites médias, mais pas que, évidemment. Il y a plein de sites, évidemment aussi moins professionnels, qui sont saturés par des bannières, par des vidéos, et qui évidemment empêchent la lecture simplement de ce qu'il y a derrière en théorie du contenu. On a des médias qui sont émergents et qui explosent, qui avancent avec des nouvelles régies, avec des nouvelles opportunités. On a parlé un peu de OH, on a parlé de radio. Ça change aussi un peu le paysage. Et puis on a des influenceurs qui viennent parler. On sait que c'est un enjeu qui est clé aujourd'hui. Si on prend les investissements social media, l'estimation d'investissement des influenceurs, c'est 20% du budget social media dans le monde. C'est quand même assez significatif. Et c'est un poids qui a tendance à augmenter très fortement. Et après, ça peut être encore plus suivant la définition qu'on va donner aux influenceurs. Mais si on prend déjà les influenceurs des réseaux sociaux, ce qui est déjà pas mal, ça fait un poids qui est significatif. Puis on a des canaux de communication qui se transforment en canaux de distribution. Autrefois, je venais, pour moi, en tant qu'annonceur, communiquer, échanger, avoir une relation avec des
potentiels clients, des prospects. Et en même temps, en fait, on me propose maintenant de vendre directement mes produits dessus. Et puis finalement, j'ai un consommateur qui change. Et notamment dans son changement qui est assez fondamental en ce moment, c'est qu'il converse. Et ça change tout dans sa manière de surfer et de visiter tous ces carrefours d'audience finalement que l'on a plus généralement appelés des médias. Et derrière, tout ça entraîne des nouveaux indicateurs. Des indicateurs d'attention, des nouveaux KPI qui viennent se rajouter, et des nouvelles réflexions, puisque finalement, quelle est la présence dans un moteur de réponse d'une marque? Comment on l'évalue? Sachant qu'aujourd'hui, je vous le rappelle, il n'y a aucun indicateur qui est transmis par OpenAI ou Google sur l'utilisation dans Gemini et dans ChatGPT. Face à ça, si on reprend la pyramide et si on reprend les sujets, mon multitouch attribution, il a plein de dérives, on les connaît, je ne vais pas forcément toutes les repasser, des problématiques de walled garden, des devices qui sont évidemment qui ont du mal à converger ensemble et à avoir un indicateur unique, et puis des sujets de privacy. Et puis surtout derrière, en fait, comment j'attribue un parcours dans lequel j'ai plus de clics. C'est un vrai sujet finalement. J'ai un consommateur qui pose des questions, qui passe un temps certain. Là-dedans, on parle de 800 millions de personnes quand même dans le monde. A priori, c'est pas énorme, mais c'est pas une goutte d'eau. Et si on le ramène même de toutes les façons sur les populations d'Europe et d'Amérique du Nord, c'est 40% de la population qui l'utilise. Et ça ne fait qu'augmenter mois après mois, année après année. Et aujourd'hui, on voit que ces plateformes, elles ont des stratégies qui convergent un peu vers, justement, proposer à la fois de la communication, à la fois de la distribution, capable de vendre des produits directement dans ces outils-là. Donc, un consommateur qui, peut-être, ne sortira plus de ces plateformes. Ça entraîne de nombreux challenges. Et il y a déjà des études qui démontrent, il y a déjà des chiffres même assez concrets qui démontrent qu'il y a des ralentissements en termes de trafic sur les sites. Gartner a publié une étude qui démontre qu'il y a 25% potentiellement de trafic en moins qui proviendra des moteurs de recherche sur l'organique, sur les sites, en général, quelle que soit leur thématique. Et donc derrière, forcément, mesurer de l'attribution dans un monde où on avait déjà un problème de cross-device, mais dans lequel on rajoute un nouveau walled garden qui sont des moteurs de réponse, ces fameux LLM, c'est un peu compliqué. Et puis on passe finalement du coup d'une mesure où on cherchait potentiellement à essayer de mesurer un chemin one-one à une mesure dans laquelle on a une probabilité d'influence. On va pas débattre maintenant de comment est-ce qu'on mesure une probabilité d'influence, mais il y a de quoi faire. Derrière, le déterministe, est-ce qu'il est mort? Pas forcément. On a les clean rooms. Les clean rooms, c'est un sujet qui est clé, sur lequel on peut se poser pas mal de questions mais qui ont un bon goût, c'est qu'elles réunissent un enjeu business d'une entreprise, des performances, du chiffre d'affaires, avec des indicateurs de livraison média. Donc c'est assez intéressant en tant que tel. On se rapproche et on arrête de parler uniquement de CPN, de CPC ou autre. On s'intéresse vraiment à pouvoir du coup se poser des questions de lift grâce à ça. Est-ce que ma population que je connais, qui a acheté finalement le produit, est-ce qu'il a été exposé à la publicité? Comment il a interagi avec la publicité? Est-ce qu'il a interagi à la publicité? Plein de questions à se poser évidemment là-dessus. Ce qui nous emmène vers les tests d'incrémentalité, qui est sans doute le juge de paix en réalité, le test d'incrémentalité. Le test d'incrémentalité, il a le bon goût de se poser la question en permanence de si je bouge une petite option ou si je change carrément tout un setup d'une campagne, est-ce que ça a un impact ou non sur ma performance? Et être capable de simplement mesurer ce lift, qu'il soit sur un indicateur d'ailleurs d'achat média ou un indicateur business. Et aujourd'hui, il y a pas mal d'études qui démontrent que ça fonctionne. Ça fonctionne quand c'est documenté, centralisé, qu'il y a une véritable démarche stratégique dessus et pas de faire des tests qui sont faits un peu à la va-vite. Il faut vraiment les documenter et c'est un élément qui est clé. Et par contre, les chiffres sont au rendez-vous. On parle, dans pas mal d'études, de plus de 20% de gains d'efficacité. Ça veut dire potentiellement de publicité et de gâchis publicitaires en moins aussi. Donc c'est assez clé et on tend vers beaucoup plus de performance. Le MMM, cette troisième brique, c'est sans doute un socle. Oui, et en même temps, c'est devenu un peu une commodité. C'est devenu un mot qui est très galvaudé. Dans du MMM, on parle aujourd'hui de la même chose. C'est le même mot pour définir des projets à 20 000 euros et des projets à 500 000 euros. C'est le même mot. Derrière, c'est pas du tout la même chose. Et du MMM, en fait, bien souvent, on devrait le mettre d'ailleurs au pluriel. On l'a vu, ça a été évoqué. Il y a ce qu'on appelle des deep dives qui sont en fait des MMM dans des MMM pratiquement, si je les synthétise.
Et donc, en réalité, je dois pouvoir évaluer les grandes fonctions qui vont impacter derrière du chiffre d'affaires dans l'entreprise. Donc oui, il y a le média qui est très fort. Il n'y a pas que le média, évidemment, dans le marketing. Le pricing, la promo sont des éléments qui sont clés. Il faut les prendre en compte. Et puis, une fois que j'ai évalué entre les deux, c'est souvent les deux qui sont l'un à côté de l'autre. Je peux me poser la question de me dire, tiens, j'en veux un que sur le média. J'en veux un que sur l'acquisition. J'en veux un que sur la brand equity. J'en veux un sur la créative. Tout ça, c'est des choses qui sont possibles. Par contre, évidemment, c'est un projet qui devient beaucoup plus complexe. Et donc, c'est pas si simple que ça. Et donc, l'enjeu derrière, effectivement, c'est un outil pour faire du MMM. Oui, c'est presque gratuit aujourd'hui, bien sûr. La réalité, c'est que c'est l'intelligence pour le piloter qui coûte très cher et de plus en plus cher. Et c'est ça qui a de la valeur derrière, dedans, c'est pouvoir se l'approprier et s'en imprégner. Et finalement, du coup, pour mesurer ce média, cette publicité, le constat, c'est ce modèle-là qui revient assez souvent, qui est de plus en plus documenté, qui s'appelle le modèle Messi, dans lequel j'ai des modèles, sur lesquels je crée des expérimentations, parce qu'à la fin, en fait, je ne fais que imaginer des suppositions dans un modèle. J'ai un canal qui sort mieux qu'un autre. Oui. Mais dans une configuration, est-ce que si je change de configuration, c'est toujours le cas? Je crée un test, je simule des impacts, et derrière, j'implémente. Et ça revient à la fin. Et donc, c'est là où, effectivement, j'ai ces fameux priors qui ont été évoqués tout à l'heure avec Nestlé, sur lesquels je viens potentiellement améliorer, affiner mon modèle dans le temps. Et c'est un modèle, c'est pas un seul, c'est évidemment, ça se travaille dans le temps, en permanence. Et finalement, pour conclure, du coup, j'ai envie d'arriver un peu là-dessus, c'est que finalement, aujourd'hui, on a un public qui est large. Évidemment, à l'Alliance, il y a des régies, des agences, des annonceurs. Le sujet, il est clé, c'est parce qu'on travaille tous sur cette même finalité, avoir une publicité qui soit performante et pertinente pour le consommateur et qui apporte du business à la fin. Et donc, évidemment, quand on est une régie, l'enjeu, il est d'apporter de la preuve. Et la preuve, c'est sans doute de structurer sa data et d'avoir des clean rooms à proposer pour pouvoir confronter un enjeu business avec un enjeu de livraison publicitaire. C'est un enjeu qui semble assez important. Derrière, pour les agences, c'est de sortir un peu des plateformes et des dashboards et de penser finalement à la causalité et apprécier ces nouveaux indicateurs. Penser au lift. C'est des choses qui sont clés et comprendre finalement la mécanique dans sa globalité. Et puis après, il y a un sous-jacent évidemment, c'est essayer de combattre avec les annonceurs, de trouver le bon équilibre dans les contrats de productivité qui, bien souvent encore, nous tel qu'on le voit dans beaucoup de missions, tirent les CPC, les CPM, les GRP vers le bas, alors que c'est parfois un peu contre-productif par rapport à des qualités de livraison qui sont clés, avec des indicateurs d'intention entre autres, et bien d'autres critères qui sont clés pour optimiser encore cette performance et éviter du gâchis publicitaire finalement. Et puis côté annonceur, il y a un enjeu qui est clé, il faut muscler son jeu. C'est une réalité. Oui, il y a plein d'indicateurs, il y a plein de dashboards. Il y a finalement besoin de jongler entre du MMM et de l'incrémentalité qui doit être maîtrisée chez vous, annonceurs. C'est un élément qui est clé. Vous devez comprendre le fonctionnement, vous devez vous les approprier, vous devez vous poser les questions du fonctionnement de ces outils-là et ne pas être prisonnier derrière un seul chiffre. C'est important de pouvoir jongler et conjuguer avec ces chiffres-là pour pouvoir derrière embarquer vos partenaires. Bien souvent, on arrive dans beaucoup de missions où il y a des indicateurs qui sont magnifiques, il y a des dashboards, il y a des solutions d'elles-mêmes qui ont été déployées X ou Y. Derrière, l'agence n'est pas au courant. Et se fait taper sur les doigts, ça n'a aucun intérêt en fait. Travailler de pair évidemment entre la stratégie et l'opération. Et oui, la stratégie se déporte peut-être de plus en plus vers l'annonceur. En même temps, c'est lui qui voit ce qui vend à la fin. Mais il faut embarquer toute la chaîne de valeur derrière. Voilà ce que j'avais envie de vous présenter ce matin. Et au plaisir d'échanger si vous avez des questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup Guillaume. Et c'est le terme de cette matinée. Voilà, je le rappelle, vous pouvez flasher le QR code ici pour accéder c'est le programme, Pensez pour vous sur 2026 d'Alliance Digitale. Et voilà, vous retrouvez le livre blanc Attribution-Contribution, ainsi que l'ensemble des travaux de l'Alliance Digitale sur leur site dédié. Merci beaucoup.